d'être avec nous sur Radio J. 559e jour de guerre en Israël. Il y a toujours 59 otages dans la bande de Gaza. Pour faire un point sur l'actualité sécuritaire à Gaza, justement, nous sommes avec Meir Masri, docteur en géopolitique, maître de conférence à l'Université hébraïque de Jérusalem. Bonjour Meir. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Radio J. Vous connaissez bien le monde arabe, effectivement. D'ailleurs, vous vous exprimez régulièrement en arabe sur vos réseaux sociaux. Alors, je voulais vous faire réagir quand même d'abord à ce qui se passe directement à Gaza. On a vu Tsahal qui a fait le bilan hier de ses opérations, qui continue de procéder à des éliminations et là, qui a annoncé avoir transformé environ 30% de la bande de Gaza en périmètre de sécurité. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Quel est le but d'Israël? Est-ce que c'est de rester à long terme, de préparer justement cette habitation sur le long terme? Oui, alors tout d'abord, tout ça veut dire que la pression exercée sur le Hamas est aujourd'hui maximale. L'objectif est de pousser le Hamas à capituler. L'objectif concret d'Israël et stratégique, c'est de reprendre le contrôle sécuritaire de la bande de Gaza pour une durée indéterminée, bien sûr. Le Hamas est appelé à déposer les armes, à quitter le pouvoir et à rendre à Israël les otages. Et exactement dans cet ordre-là, la question des otages est une question sur le plan humanitaire d'une importance capitale, bien entendu, mais ce n'est pas l'objectif stratégique de la guerre. C'est un objectif qui est secondaire, qui est d'une importance capitale, mais qui ne va jamais se faire au détriment de l'objectif stratégique, qui est le désarmement du Hamas et le contrôle sécuritaire sur la bande de Gaza. C'est ça l'objectif de la guerre. Et donc, tant qu'il y a du Hamas à Gaza, la guerre va se poursuivre. Ce sont des gens qui ont décidé de se battre jusqu'au dernier souffle. Et bien, le dernier souffle arrivera bientôt, comme ça s'est produit pour Saddam Hussein, pour Hitler, pour Baghdadi et pour Ben Laden. Alors, on va vous appeler juste, Meir, parce que ça sature pas mal au téléphone. On vous entend bien, mais ça sature énormément. Greg va vous appeler. Effectivement, on parle de ce qui se passe dans la bande de Gaza. Israël, par ailleurs, qui a de nouveau exclu l'entrée de l'aide humanitaire à Gaza. On le sait, une aide qui est exploitée par le Hamas. Face à la situation, les responsables de la défense israélienne alertent, toutefois, estimant que la nourriture à Gaza ne durera qu'un mois de plus. Alors, évidemment, on se pose la question, c'est une décision très impopulaire sur la scène internationale. Le gouvernement israélien qui soutient, lui, que la retenue de l'aide est une mesure centrale pour faire pression sur le Hamas pour qu'il accepte un accord de libération des otages. Meir va nous dire dans un instant ce qu'il en pense. On va parler également de ce cri de détresse de l'otage Rom Braslavski. Meir, est-ce que vous m'entendez ? Oui, très bien. Je vous entends beaucoup mieux, effectivement, ça saturait pas mal. Alors, il y a aussi, puisque vous parlez de faire pression sur le Hamas, cette exclusion de l'aide humanitaire à Gaza. Est-ce que c'est la bonne stratégie adoptée par Israël, selon vous, malgré le fait que ce soit quand même très impopulaire, on le voit sur la scène internationale? Non, alors l'aide humanitaire entre dans la bande de Gaza et a toujours été acheminée conformément au droit international. Le problème, c'est que le Hamas, cette aide humanitaire, lui profite et que le Hamas pose toujours pour condition, pour faire parvenir l'aide humanitaire aux populations, de livrer leurs enfants pour les enrôler dans sa milice. C'est ça le problème. Donc la distribution de l'aide humanitaire via des canaux contrôlés par Israël ou une tierce partie, oui, mais que le Hamas en profite, ça non. Donc c'est ça en réalité. Alors Israël est en train d'étouffer la population civile de la bande de Gaza, loin de là. D'ailleurs, l'aide arrive dans certaines zones. Quand on dit on va couper l'entrée de l'aide humanitaire, c'est à certains endroits, à certains périmètres, qui sont contrôlés d'une main de fer par le Hamas, qui continuent à sévir, et vous l'avez vu avec ces manifestations à Beit Laïa, qui d'ailleurs ne sont pas les premières. Oui. Il n'y a pas que à Beit Laïa d'ailleurs où les gens manifestent, mais il se trouve qu'il y avait des caméras à ce moment-là. Et donc c'est un élément à prendre en compte. Israël n'a rien contre les Gazaouis, n'a rien contre la population civile, bien que beaucoup de civils soutiennent le terrorisme, et même ont contribué d'une manière ou d'une autre à des actes sur le 7 octobre ou après. Des actes de terrorisme. Mais voilà. Donc, mettre un terme à cela, c'est encore une fois faire pression sur le Hamas pour qu'il capitule, pour qu'il rende des armes,
qui quittent le pouvoir et qui nous rendent des otages. Et à ce moment-là, la guerre va se terminer et puis l'aide humanitaire va arriver de la manière la plus légale et la plus abondante. Alors on parle effectivement des otages, hein. On souhaite toujours la libération des 59 otages. Vous avez vu cette vidéo aussi hier, hein, oui. Cette vidéo diffusée par le djihad islamique Rom Brazlavski, 19 ans, premier signe de vie. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, et comment vous interprétez la publication de cette vidéo? Alors, il y a plusieurs remarques. Tout d'abord, ça me fait sourire quand ils disent le djihad islamique, parce que ils aiment bien montrer qu'il y a une diversité, des différents mouvements de résistance, entre guillemets, bien sûr, entre beaucoup de guillemets, alors qu'on sait très bien que c'est le Hamas qui contrôle du main de fer, ce sont les frères musulmans palestiniens qui contrôlent la bande de Gaza, et que la marge de manœuvre accordée à d'autres milices est vraiment très faible et c'est surtout très symbolique. Même en termes d'effectifs, je crois que le djihad islamique, ça vaut 1/7, hein. En termes sur le plan logistique et des effectifs. Donc, quand c'est une vidéo qui sort des djihad islamiques, vous savez, c'est le Hamas, bien entendu, qui est derrière et qui contrôle tout ça. Deuxième élément, c'est la propagande habituelle du Hamas, encore une fois. D'ailleurs, ça a été diffusé sur les réseaux du Hamas, les chaînes Telegram, parce que Telegram, c'est la seule plateforme qui échappe à la censure. Oui. Et parce que c'est aux mains c'est aux Émirats Arabes Unis et c'est aux mains de Russes, donc il n'y a pas de problème. Du coup, les organisations terroristes sont toutes présentes sur cette plateforme-là, à diffuser leurs messages, qui sont par la suite relayés par Al Jazeera et les chaînes les plus hostiles à Israël et qui se trouvent en accointance avec ces mouvements terroristes. C'est de la propagande. Il y a bien sûr eu des répétitions. Il dit des choses. C'est bien sûr malheureux. Hein, c'est triste pour lui, pour sa famille. Mais nous avons des otages qui ont été libérés, notamment Elie Charabi, qui raconte que des journées entières ont été consacrées à ces répétitions dans les tunnels. Alors, on leur apprend par cœur ce qu'il faut dire. Et puis, après, c'est des jeunes, ils sont épuisés également. Donc, ça n'est pas toujours parfait. On voit, il se trahit lui-même à un moment donné. Et comme c'est en hébreu, et j'imagine que ses ravisseurs ne doivent pas comprendre tout ce qu'il dit, mais en tout cas, tout ça est très malheureux et doit se terminer très rapidement. Encore une fois, mettre un terme à ce drame, ça viendra bientôt et ça viendra uniquement par la défaite militaire du Hamas. Alors ça doit se terminer très rapidement. En Israël, on sent qu'il y a quand même une lassitude, une colère. Vous avez vu ces lettres de pétition d'anciens réservistes, de soldats. Qu'est-ce que vous en pensez, justement? D'abord, oui. C'était pas des anciens, des réservistes. Cette pétition, d'ailleurs, qui compte moins de 1000 noms. Ils ont dit que c'était 1000 pour arrondir. Il faut comprendre que, d'abord, en Israël, nous avons 10 millions d'habitants, hein, donc 1000... c'est bien, c'est un instrument l'un des instruments de l'action démocratique, les manifestations, les rassemblements, les grèves, et aussi les pétitions, pourquoi pas. Mais ce ne sont pas des militaires, ce ne sont pas des réservistes. 90% des signataires n'ont jamais fait de réserve de leur vie. Et les 10 autres ne sont pas réservistes actuellement. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de poursuite. Il n'y a pas de problème. Vous savez, l'armée en France est surnommée la Grande Muette. L'armée est grande, elle est grande par ses moyens, elle est grande par son prestige et par le rôle qu'elle joue dans l'histoire d'un pays. Mais elle est aussi muette, elle ne parle pas, elle ne s'exprime pas, notamment politiquement. Donc, ce n'est pas l'armée, ce n'est pas des militaires, ce n'est pas des anciens militaires, ni même réservistes, c'est des gens qui expriment leur opinion et c'est très bien, il n'y a aucun problème. Mais ça ne peut pas être le signe d'une division au sein de l'armée, encore moins au sein de la société israélienne, qui, il faut le dire, est majoritairement pour la poursuite de la guerre jusqu'à la défaite du Hamas. C'est-à-dire qu'il y a une coalition aujourd'hui qui a une écrasante majorité au sein du Parlement. Nous avons 33 ministres issus de 7 listes électorales représentant 8 partis politiques. Je veux dire, il faut à un moment donné respecter également la volonté populaire et ne pas se focaliser sur des cas extrêmement minoritaires. Merci beaucoup, Meir Masri. On aura peut-être l'occasion de parler avec vous de l'Iran une prochaine fois sur Radio J également, puisque c'était un dossier important. Merci infiniment, Meir. Je vous dis à très bientôt.